Jusqu'à une époque récente, à l'échelle de l'histoire de l'humanité occidentale, la réponse semblait évidente et de l'ordre de la certitude parce que l'homme se reposait sur la certitude de soi, qui était une évidence. D'une part, il y avait une nature humaine, autrement dit une identité de l'homme avec lui-même, et d'autre part, il y avait une nature, concept hérité des Grecs, pour signifier un ordre du monde à la fois cosmétique et dynamique, ce qui veut dire un cosmos, cosmétique, par opposition à un chaos, incluant le phénomène de la vie, de ce qui est natif et suprêmement de la pensée, de la parole, du logos, définissant l'homme. L'idée de nature, de la physis en grec, est par excellence l'invention des penseurs grecs, résultant de leur effort pour s'émanciper du mythos, traduit par le mythe, et d'une interprétation mythologique des phénomènes. C'est ainsi que fut fondée la raison, celle qui permit l'avènement des sciences sur la base d'un logos commun, celui du raisonnement, et par excellence du raisonnement mathématique, comme en témoigne le petit esclave du Ménon de Platon. Pour Protagoras, connaître, c'est mesurer. Et au fronton de l'Académie, on peut lire que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. En effet, un monde rationnel est un monde pensable, connaissable et maîtrisable. On peut y voir l'origine de la domination occidentale et de l'occidentalisation du monde par la technique, qui est la science en action, s'exerçant sur la nature. Cependant, le ver est dans le fruit. Pascal le sait, qui dit que l'homme est incompréhensible à lui-même. D'une part, la domination technique de la nature conduit à sa destruction, ce que les idéologies du progrès n'avaient nullement anticipé, se contentant de regarder la nature comme une bonne mère, comme un réservoir inépuisable. D'autre part, et c'est ce qui va nous intéresser ici, la domination par l'homme va se retourner sur lui et donc contre lui. Je veux dire que l'homme va vouloir se dominer lui-même et être son propre maître. Or, qui dit domination dit asservissement. C'est corrélatif. L'idée d'humanité est une idée universaliste. Elle signifie que chaque homme appartient à l'humanité et que par conséquent cette humanité lui est donnée. Il la reçoit nativement, natalement, avec la vie. Dès lors, son télos, sa fin, consiste à s'adonner à cette humanité, à la réaliser en lui. Mais pareille idée repose sur un paradoxe. Si l'humanité demande à être réalisée, c'est qu'elle ne l'est pas a priori. Elle ne serait donc pas donnée. À peine donnée, elle se brise comme non donnée. Cette contradiction met en évidence que l'humanité n'est pas une essence ou une simple nature naturelle, mais un ethos, quelque chose qui a à être et non pas qui est. Ce qui a à être, c'est ce qui définit le caractère éthique de l'existence humaine. Jusqu'ici, nous avons parlé éthique en termes de maîtrise et de domination. Et de fait, la question éthique se pose parce qu'il y a volonté de maîtrise et de domination, que ce soit de l'homme sur l'homme ou de l'homme sur la nature. On pourrait dire que la domination
est l'éthos humain premier, naturel, spontané, et que cet éthos conquérant s'enracine dans le mouvement de la vie, et que la vie, pour parler comme Nietzsche, est volonté de puissance. Or, cette volonté de puissance ne peut pas ne pas s'exercer sur elle-même. Non seulement je veux, mais je me veux. Par conséquent, ce qui est donné, la volonté de domination ou de maîtrise, le veut comme non donné. Je note qu'il faut voir ici la racine du nihilisme comme volonté que rien ne soit donné, autrement dit reçu. Or, ce qui est posé comme donné, c'est l'humanité. Ce qui doit être nié comme donné, c'est l'humanité. C'est pourquoi Nietzsche disait que l'humanité devait être surmontée. Car l'homme ne peut pas se donner ce qui lui est donné, à savoir être un homme, et par conséquent, il faut absolument qu'il se donne autre chose et se veuille autre chose que ce qu'il est. Il lui faut donc faire exploser l'humanité comme communauté de personnes naturellement interdépendantes dès leur naissance, en tel temps, tel lieu, avec telle origine et tel sexe, selon de vastes assignations données. Cette explosion, c'est à quoi s'est employée la Révolution française. Cela implique de faire exploser en même temps celui qui donne, à savoir Dieu. C'est à quoi s'est employé le marquis de Sade, entre autres. Cette double explosion a revêtu un caractère nucléaire. Elle a déterminé la naissance de l'individu comme atome social se substituant à un ancien monde de personnes inégales de conditions, égales seulement aux yeux de Dieu en tant que créature, à supposer que Dieu existe. Puisque les liens naturels, au sens de donner, ont explosé, les atomes doivent désormais se lier entre eux de manière contractuelle. C'est ce qu'ont théorisé, comme chacun sait, des penseurs comme Hobbes ou Rousseau. Le contrat est une convention qui remplace la nature. Il met en évidence que l'identité humaine n'est pas naturelle ou native, mais convenue. On le voit, le caractère positif, conventionnel du contrat est potentiellement en opposition avec l'idée de nature humaine. Et c'est ce qui prépare la conflagration suivante, produite par Marx, pour qui le social vient prendre la relève de la nature, pour définir l'homme, et bien sûr par Nietzsche. Notre époque est à l'évidence post-nietzschéenne, mais pas du tout à la manière de Nietzsche, qui invitait les hommes à se tourner vers la grande sagesse, fort douloureuse au demeurant, celle de Zarathustra. Il voyait le surhomme comme le fruit d'une espèce de conversion et les paroles de Zarathustra comme un nouvel évangile, il faut que l'homme soit surmonté. À la place de la surhumanité nietzschéenne, ce qui advient, c'est la transhumanité commandée par la révolution suivante, celle que nous connaissons, la révolution technoscientifique. C'est l'intelligence artificielle qui devrait pouvoir venir à bout de notre nature en nous donnant la possibilité de l'augmenter et de la transformer sans limite. Or, le phénomène naturel, qui appartient le plus radicalement au phénomène de la vie, c'est le phénomène de la sexualité. La raison en est simple et univoque. Par le sexe se transmet et se maintient la vie. Ce qui s'y joue,
dans le sexe est une question de vie ou de mort. Mais il y a ceci d'inassignable et d'insaisissable qu'il n'existe, le sexe, que comme différence. Il n'y a sexe que parce qu'il y en a un autre. Il y a toujours celui que je n'ai pas et que je ne suis pas. Qu'une différence fasse partie intégrante d'une identité, rien de tel pour bouleverser cette identité. Par le sexe, l'identité est suspendue à une différence inappropriable, et cela de manière vertigineuse, puisqu'on ne peut pas être à la fois ce que l'on est et ce que l'on n'est pas, à la fois soi-même et l'autre, ni dans son altérité, ni dans sa différence, lesquelles sont inassignables en l'un comme en l'autre. Or, l'individu transhumain, en misant sur la technoscience, ne peut plus exister que par elle, que par la technique, revendiquant une identité autoproduite telle que le même puisse être l'autre, que l'on puisse être ce que l'on n'est pas naturellement. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la technoscience qui donne à penser comme possible ce qui sans elle serait demeuré impensable. C'est donc la technique et même l'hypertechnicité que seuls maîtrisent les maîtres du monde, que vous connaissez, qui maîtrisent progressivement l'humain dans l'humain et assure sa domination sur lui. Elle fonctionne comme une addiction, l'addiction à la technique. Ce qu'elle vise, c'est transformer le vivant en objet de haute technologie, ce qui implique un processus de désincarnation. Jusqu'à nouvel ordre, l'homme est de la chair. Oh, je suis rapide. L'homme, c'est du vivant parlant. C'est zoon logikon, disait Aristote. Or, on vient de le voir, ce qui est à la racine de la chair, c'est le sexe comme différence. En se désincarnant, la différence sexuelle se trouve identifiée comme une différence de genre, autrement dit une différence grammaticale ou une différence dans la langue, donc une différence instituée par un acte de langage. Et par le langage, tout est possible. Il suffit de le dire. L'énonciation est toute puissante. L'énoncé va pouvoir commander à la technique, lui donner un ordre. Elle qui, en réalité, le commande depuis le début, puisque c'est elle qui lui fait penser l'impossible, impensable, comme possible. Au terme, ce qui doit devenir pensable, c'est que le masculin puisse être le féminin et le féminin le masculin, ce qui a pour effet de rendre la différence indifférente et de vaincre la nature dénoncée comme assignation. Sur ce nouvel horizon, vouloir être l'autre est voué à devenir sans objet, car pour vouloir être l'autre, ce qui passe par vouloir être comme l'autre, s'identifier à son altérité, suppose encore qu'il y ait de l'autre, donc que la différence ne soit pas indifférente, donc qu'il y ait encore des corps, du vivant, de la nature donnée, des sexes. Mais alors, vouloir être l'autre
que le masculin veuille être féminin, ou l'inverse, redevient un impossible. Et il faut en convenir, il n'y a que l'impossible qui soit absolument désirable. Or, la technoscience rend possible ce qui ne l'est pas, et la boucle est bouclée. Tandis que l'humanité s'achemine vers son dépassement transhumaniste, la destruction de la nature se poursuit et s'accélère. C'est qu'il s'agit strictement, et je terminerai sur cette remarque, il s'agit strictement du même processus. En effet, c'est un processus identique qui artificialise l'homme en le désincarnant et qui artificialise la nature en la dénaturant. Que le processus soit le même doit nous interroger sur la communauté de destin entre la nature et la nature humaine. Si l'on admet de manière pascalienne que l'homme est un animal dénaturé, il ne faut pas s'étonner qu'il dénature la nature avec autant de violence qu'il en met à se dénaturer lui-même. À moins que tout ce que je viens de dire ne soit qu'un mauvais rêve ou une mauvaise plaisanterie, et qu'on décide de le chasser d'un revers de main. Je vous remercie.